Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui on va parler de Crime et faits divers. Soyons bien d'accord, tout le monde, et j'insiste sur le tout le monde, peut un jour être victime de crimes passionnels. Moi, vous, mais dans les faits, les 3/4 des victimes sont quand même des femmes. Donc du coup, je me suis dit que ce serait pertinent de parler justement de l'histoire de ce crime dans une chaîne dédiée à l'histoire des femmes. En tout cas, j'espère que ce sujet va vous plaire. Et écoutez, allons-y. Mais alors, qu'est-ce que ce fameux crime passionnel ? Au passage, une invitée s'est ramenée, elle s'appelle Soraya, écoutez, on va l'accueillir de bon cœur. Alors le crime passionnel, c'est un acte violent commis sous le coup d'une émotion très très vive, mais une émotion, excusez-moi, toujours négative. C'est la colère, c'est l'humiliation, c'est la jalousie. D'ailleurs, le crime passionnel le plus célèbre a été commis sous le coup de la jalousie. Il s'agit de la tentative de meurtre de Rimbaud par Verlaine. Verlaine avait une femme, il s'en sépare pour rejoindre Rimbaud. Ils vivent une relation passionnée, sauf qu'en 1873, Rimbaud veut quitter Verlaine. Verlaine ne l'accepte pas, son ego est froissé, il est en colère, il est humilié et il va tenter de tuer Rimbaud avec une arme à feu. Bon, il va échouer, hein. Mais vous voyez, le crime passionnel est toujours commis sous le coup d'une émotion négative et jamais par amour. Voilà, j'ai été un petit peu redondante, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et même si ce type de crime est sûrement vieux comme le monde, hein, la jalousie, par exemple, la colère, c'est pas des émotions qui sont nées il y a 500 ans, eh ben c'est au 19e siècle, sous la plume de journalistes, que le terme crime passionnel va naître. Alors, comme vous vous en doutez, plus on remonte dans le temps, plus il est difficile de gratter des informations sur le sujet. Cependant, on a quelques traces. On sait par exemple que dans l'Égypte des Ptolémées, le mari trompé pouvait tuer l'amant de sa femme. Chez les Grecs et les Romains, le mari trompé pouvait tuer sa femme. Ça, c'était des crimes passionnels totalement acceptés. Ça va quand même changer en 18, sous Auguste, grâce à la Lex Julia de Adulteris. Donc le mari n'a plus le droit de tuer sa femme si il la surprend avec un amant. Bon, il pourra quand même la répudier. Par contre, sous certaines conditions, il pourra quand même justement tuer l'amant de celle-ci. Alors ça va pas mal évoluer au Moyen-Âge, parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le crime passionnel est très mal vu. Le Moyen-Âge va mettre certaines valeurs sur un piédestal, le pardon, la tempérance. Alors le crime passionnel, qui est vraiment le quintessence de la passion, ça va être mal vu. Mais c'est quand même difficile de se faire une idée, puisque en fait, il y a très peu de mentions du crime passionnel, tout simplement parce que, certes, on n'a pas accès à toutes les archives judiciaires, mais aussi, c'est pas forcément quelque chose qu'on règle devant le tribunal. Il y a beaucoup d'accords infrajudiciaires. Mais globalement, c'est mal vu. Le grand tournant, ça va être à la Renaissance, surtout au XVIe siècle. Là, on va voir de plus en plus de mentions du crime passionnel et surtout, chose très intéressante, on va voir une grosse fracture entre l'opinion publique et la justice. L'opinion publique va plutôt être favorable au crime passionnel. Et ça se voit dans plusieurs œuvres littéraires qui vont héroïfier, se mettre à la place du criminel passionnel. C'est notamment le cas de Othello, la pièce de Shakespeare qui date de 1604. Othello est très amoureux d'une femme, Desdémone, sauf qu'un autre personnage, Iago, va lancer des calomnies sur Desdémone, dire qu'elle a des amants, et ça va rendre Othello fou de rage, et dans un coup de folie, il va assassiner Desdémone. Et en fait, la pièce vraiment se focalise sur Othello, va expliquer son passage à l'acte. Et en fait, c'est presque Othello la victime dans l'histoire plus que Desdémone. Donc voilà, au XVIe siècle, on voit que la population a une certaine indulgence envers le criminel passionnel. Mais ce n'est pas du tout le cas de la justice, qui elle va se montrer implacable envers les criminels passionnels. En effet, au XVIe siècle, l'homicide, c'est quelque chose qui est considéré comme inexpiable. Surtout que le crime passionnel, quand ça touche son conjoint ou sa conjointe ou d'un membre de sa famille, c'est considéré comme un parricide, le meurtre d'un parent. Or, il faut savoir qu'au XVIe siècle, le parricide, c'est, avec le régicide, le pire meurtre qu'il soit. C'est vraiment quelque chose qu'on ne pardonne pas.
Et chose très étonnante, et là je pense que vous allez être surpris, c'est que les femmes n'étaient pas plus sévèrement châtiées que les hommes, c'était même l'inverse. Ainsi quand on regarde les archives du Parlement de Paris, donc le tribunal de Paris en gros, entre 1580 et 1620, on voit que seulement 42% des femmes accusées de crimes passionnels étaient condamnées, contre 56% des hommes. Donc on voit que les hommes étaient plus souvent condamnés que les femmes. D'ailleurs, ce même Parlement de Paris va en 1603, dans ses conclusions, affirmer qu'il n'existait pas de loi qui eût permis à un homme d'assassiner sa femme. Voilà, les choses sont claires. Au XVIe siècle, on ne trucide pas sa femme. Autre chose étonnante, on pense aujourd'hui qu'à l'époque, la justice était à deux vitesses. Pas vraiment pour les crimes passionnels, puisque les nobles, qui étaient supposés quand même donner l'exemple, étaient tout aussi sévèrement condamnés que les roturiers. C'est au XVIe siècle, on commence à s'intéresser aux crimes passionnels, mais c'est rien, c'est vraiment rien comparé au XIXe siècle, où là... Le crime passionnel va devenir le roi des faits divers. Et ça, c'est pas rien, puisqu'au XIXe siècle, on est fan des faits divers. L'alphabétisation de la population et l'essor sans précédent de la presse vont faire que tout le monde a accès justement à ces faits divers et tout le monde va s'y intéresser, du plus modeste des ouvriers au plus grand des bourgeois. Alors surtout quand la personne qui commet le crime est une femme de la bourgeoisie, alors ça à l'époque on adore. Preuve de cet engouement, en 1900, un canard comme le Petit Journal publie en moyenne 4 récits de crimes passionnels par semaine dans ses colonnes. Et malheureusement, il y a une assez forte indulgence envers les criminels passionnels, surtout quand ces derniers sont des hommes. Ça s'explique par beaucoup de raisons. Alors déjà, les criminels passionnels sont superstarisés. En fait, souvent, il y a des très gros procès, les avocats essayent de rejeter la faute sur la victime, essayent vraiment de faire en sorte que l'opinion publique et les jurys se mettent à la place du criminel, et ça fonctionne souvent. D'ailleurs, en parlant de jury, il faut savoir que depuis 1791, on a créé un jury populaire lors des procès d'assises, et ces jurys ont plus tendance à se mettre dans la peau des accusés que les magistrats professionnels. Et d'ailleurs, la justice elle-même est quand même assez formatée pour être indulgente envers les criminels. Par exemple, l'article 324 du Code pénal de 1810 va dire qu'est excusable le meurtre d'une femme par son mari si celui-ci la surprend avec son amant au domicile conjugal. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, c'est aussi l'émergence de la criminologie, sauf que, on va dire que les scientifiques de l'époque manquaient un petit peu de rigueur, puisque certains pionniers comme Cesare Lombroso, qui est considéré pourtant comme le pionnier de la criminologie, va s'intéresser aux criminels passionnels et presque en faire les louanges. Il va dire par exemple que celui-ci est très différent du criminel de naissance, que le criminel passionnel, lui, quand il était un homme, il obéissait à des pulsions nobles telles que l'honneur. Par contre, quand c'était une femme qui commettait le crime passionnel, elle obéissait à des impulsions serviles et à des vices comme par exemple la jalousie ou l'aigreur, et que donc il fallait être indulgent envers les criminels hommes. Alors, au XXe siècle, par contre, on va assister à un retournement de situation à 180 degrés. Les criminels passionnels ne vont plus du tout être ces superstars. Il y a plusieurs explications, mais notamment le fait que la presse a commencé à se rendre compte de ces abus et va cesser justement de glorifier ces criminels, ou du moins leur donner une telle exposition. Et ça, l'affaire qui symbolise le mieux ce retournement de situation, c'est une affaire très célèbre que vous connaissez peut-être, c'est l'affaire Caillaux. Nous sommes à Paris le 16 mars 1914, donc Henriette Caillaux, épouse du ministre des Finances, abat d'une balle le directeur du Figaro, Gaston Calmette, parce que celui-ci voulait diffuser dans son journal que Madame Caillaux et Monsieur Caillaux avaient été amants avant leur mariage, ce qui aurait sérieusement entaché leur réputation, surtout celle de Madame Caillaux. Donc elle va avoir un très bon avocat, c'était celui de Dreyfus, qui va dire que Madame Caillaux avait eu très peur pour sa réputation, et que donc dans un coup de folie, elle a abattu Monsieur Calmette, et que ça pouvait s'apparenter à un crime passionnel. Il a fait une très bonne plaidoirie et Madame Caillaux a été acquittée. Et ça a scandalisé l'opinion publique.
Au XXe siècle, le criminel passionnel passe plus pour un raté qu'autre chose, hein. Les théories, par exemple, de Lombroso ont été contestées par beaucoup de criminologues. Et on va voir que le droit va épouser cette opinion publique et que plus ça va, moins on va être indulgent envers les criminels passionnels. En 1975, par exemple, l'article du code pénal 1810, celui qui atténue la responsabilité du mari qui tue sa femme, va être aboli, tout simplement. Mais vraiment, le gros tournant, c'est en 2006, puisque le crime conjugal va devenir une circonstance aggravante. Donc, tuer son conjoint actuel ou alors son ex-conjoint, c'est considéré comme quelque chose qui n'est plus du tout excusable. Au contraire, c'est quelque chose qui peut majorer la peine. Quelques mots quand même sur l'ouvrage qui a servi de base à cette vidéo, parce que j'aime bien quand même vous présenter les lectures en lien avec les sujets que je traite. Pour cette vidéo, j'ai lu un très bon livre, Une histoire du crime passionnel, de Benoît Garneau. Et donc ce livre, c'est une bonne surprise. Il vulgarise très bien les informations. Pas besoin d'avoir fait des études de droit pour le comprendre ou s'intéresser au sujet. Peut-être un peu trop d'exemples, mais bon, ça va. Franchement, si le sujet vous intéresse, parce que bien sûr, moi j'ai synthétisé au maximum, hein, comme vous pouvez le voir, l'histoire du crime passionnel est beaucoup plus riche, beaucoup plus longue que ça. Mais en tout cas, je vous le conseille. Et écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut!